Alors cette vidéo, elle nous plonge en pleine nature, elle a le mérite de poser un petit peu les fondamentaux de ce qu'est pour une agriculture du vivant, avec notamment cette notion de rassembler, de fédérer. Arnaud Daguin, vous êtes ancien chef cuisinier et vous êtes précisément à l'origine de ce mouvement. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il consiste? Ah, ça sera un peu trop long. Par contre, Absolument. cette vidéo, elle ne nous plongeait pas en pleine nature, elle nous plongeait en pleine culture, comme on a pu le voir. Et on a tendance à confondre un peu tout ça. C'est vrai que c'est le vivant qui nous produit de quoi manger. Et c'est vrai que nous ne faisons qu'infléchir la course du vivant pour qu'il nous produise ce dont nous avons besoin. Et ce, depuis déjà des lustres. Hein. Ça fait 15 millénaires qu'on fait ça. Et on ne l'a jamais vraiment bien fait, en fait. C'est ce constat-là qui est peut-être un peu humiliant quand on y pense, mais en fait, il ne l'est pas, puisque nous sommes là, nous sommes tous vivants, et à peu près, en bonne santé, à peu près. Et donc, ça veut dire que ça a marché, au moins jusqu'à maintenant. Le constat qui a présidé à la création de cette association, c'est que justement, nous ne faisions pas de bonne agriculture, où que ce soit dans le monde. Moi, ma question, c'était en tant que cuisinier, restaurateur, ma question de base, c'était qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, hein. C'est la question bête de cuisinier basique qui se dit, moi, je restaure les gens, et pour les restaurer, j'ai besoin de bons produits. Et en me posant cette question, je me suis aperçu qu'en fait, j'interrogeais quelque chose qui était de l'ordre de, ma foi, du futur de l'humanité, puisque effectivement, depuis 15 000 ans que nous faisons de l'agriculture, ben, nous faisons principalement du désert et nous ne faisons pas grand-chose en fait de pérenne. Nous avons une agriculture minière de plus en plus destructrice des sols et de moins en moins garante d'une alimentation dont nous avons besoin. Et donc, c'est de ce constat qu'est née cette association. Nous nous sommes aperçus à quelques-uns qu'en fait, le monde de l'alimentaire, c'était un monde où les gens ne se parlaient pas. Il y avait historiquement les paysans, les agriculteurs, puis ce sont devenus des exploitants agricoles. Il y a tout ce monde-là. Puis après, il y a ceux qui transportent, ceux qui stockent, ceux qui transforment, ceux qui mettent en vente. Et tous ces gens ne se parlent pas, chacun bosse dans son coin pour sa petite économie ou grosse économie, ça dépend. Mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de relation forte au travers de ces filières. Et ça explique en partie aussi le fait qu'elles ne soient pas si efficaces que ça. Et donc, ce qui nous a motivés, c'était de se dire qu'on pouvait peut-être, à un moment donné, faire parler des gens qui ne se parlent jamais, faire avancer techniquement, peut-être philosophiquement aussi un peu, culturellement en tout cas, tout un tas de gens qui étaient trop occupés pour lever le nez du guidon du vélo ou dessus de la charrue. Et bon, le gros avantage que j'avais, c'est qu'en étant restaurateur, on fréquente beaucoup de monde. On fréquente un peu de tout, des chefs d'entreprise, des politiques, on fréquente des paysans, des marchands, des transformateurs, des industriels. Et donc, on écoute, on apprend et on peut faire des constats. Et puis surtout, on peut se dire que, tiens, ma foi, si un tel savait ce que savait un autre, ben, peut-être ça irait plus vite dans ce secteur-là. On peut faire des connexions et on peut penser qu'à un moment donné, les progrès que l'on voit arriver sur l'agronomie notamment, sur la compréhension du vivant et de la production agricole, eh ben, ils peuvent être partagés par tout le monde et qu'au temps du numérique, ben, ma foi, ça serait peut-être pas mal si ce numérique nous aidait à partager tous ces savoirs et à faire en sorte que la transition agroécologique aille plus vite. Voilà ce qui a présidé à la création de cette association. Alors l'idée, c'était évidemment de faire financer par les gens qui font le plus de marge, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aval, les efforts que doivent faire, entre autres aussi, ceux qui sont en amont pour cette transition-là. Alors, on va parler précisément du fonctionnement au quotidien, concrètement, Oui. notamment avec vous, Anne Trombini, parce que vous êtes vraiment dans l'opérationnel. Vous avez une expérience de plus de 10 ans, à la fois en France et à l'international, dans la conduite de projets de développement durable. Et vous êtes à la tête de ce mouvement pour une agriculture du vivant, dont la baseline, c'est nourrir les sols pour nourrir les hommes. Alors, ça paraît très clair, mais encore.
En effet, bonjour Ariane Verlin, bonjour à tous. Donc ce mouvement, en effet, il a été créé il y a 3 ans avec cette baseline qui vient traduire en fait les deux enjeux que souhaite adresser ce mouvement et qu'a un peu introduit Arnaud, c'est-à-dire réconcilier les acteurs et régénérer les sols et les écosystèmes vivants. C'est vraiment ça qui nous anime parce que pour nous, on voit bien, Arnaud l'a expliqué, aujourd'hui il y a une problématique absolument fondamentale qui est celle de pouvoir continuer à produire demain de l'alimentation et d'éviter de produire du désert comme on le fait depuis une quinzaine de millénaires. Donc la première priorité absolue pour tous les hommes aujourd'hui, c'est de nourrir les sols, c'est-à-dire de faire une agriculture qu'on appelle agroécologique ou régénératrice, c'est-à-dire qui va permettre de protéger ces sols et de tendre vers l'autofertilité. Et ce deuxième enjeu qui est la réconciliation, qui est absolument fondamental, parce que si on veut réussir ce pari de l'agriculture régénératrice ou de l'agroécologie, eh bien on voit bien qu'en fait, il va falloir changer complètement de paradigme, parce que quand on aborde ce sujet du vivant, quand on aborde ce sujet de la régénération, on comprend très vite qu'on va tendre vers une approche systémique, parce que dans le vivant, tout est lié et tout est sujet d'équilibre. Donc on ne peut pas séparer les sujets, on ne peut pas traiter d'un côté la biodiversité, les ruches, les sols, le carbone de manière isolée, mais on va devoir prendre tout de manière très concrète ensemble. Et devant le défi que cela constitue aujourd'hui, eh ben, il est absolument fondamental qu'on le fasse tous ensemble, d'où la nécessité de cette réconciliation qui est vraiment au cœur du mouvement. Et donc aujourd'hui, ce mouvement, depuis 3 ans, il a permis de rassembler plus de 600 adhérents, de l'agriculteur jusqu'à la grande distribution, en passant par tous les acteurs, qu'ils soient partenaires techniques, partenaires financiers, etc., pour arriver à construire ensemble les outils d'accompagnement de cette transition. Et donc finalement, les adhérents viennent chercher au sein de notre association un collectif qui partage les mêmes valeurs et des solutions très concrètes et très pragmatiques pour les accompagner dans leur transition. Alors, c'est assez polémique hein, quand vous dites tous les deux arrêter de produire du désert. Qu'est-ce que vous entendez par produire du désert? Parce que ça peut interpeller cette expression. Oui, bien, c'est un fait tout simplement historique. Hein. Il suffit de. Maintenant, on a les moyens techniques pour aller voir ça. C'est un jeu d'ailleurs, un exercice intéressant. Vous prenez votre manuel d'histoire de l'humanité, vous regardez tous les endroits qui sont répertoriés comme étant des endroits pionniers de l'agriculture, et vous regardez ce qu'ils sont devenus. C'est pas très compliqué. Hein. Le meilleur exemple, c'est le croissant fertile de Mésopotamie, un brave champ de cailloux aujourd'hui, entièrement bio. Il n'a jamais connu la chimie, celui-là. C'est vraiment le désert qui a été créé par une agriculture érosive, quoi. Et en fait, c'est ce qui nous. Vous savez, nous, Sapiens, on a 250 000 ans. 250 000 ans, ça veut dire 250 millénaires. Et ça fait seulement une quinzaine de millénaires que nous produisons notre alimentation. Donc, au regard de notre histoire et de notre ancienneté, cette phase agricole, elle est relativement courte, même si 15 000 ans, c'est long. Mais c'est quand même relativement court et on commence à peine maintenant à comprendre le mécanisme inverse de celui de la fabrication des sols, qu'on appelle la pédogénèse. Pendant des centaines de milliers d'années, les plantes ont fait le sol. C'est comme ça que ça marche. Les plantes captent le carbone dans l'atmosphère, le stockent dans leur structure, puis elles meurent, elles vont au sol et elles fabriquent des sols. Ces sols, qui sont les sols des forêts dont on a hérité, sont des sols agricoles sur lesquels on travaille aujourd'hui et sur lesquels on produit. Et le problème, c'est que nous, avec ces sols, nous avons un comportement qui est de l'ordre de la mine, c'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas seulement pour en tirer des rentes, on les détruit et on les envoie à l'océan. Chaque fois qu'on fout un coup de charrue sur un champ qui est en pente, au prochain abat d'eau, vous pouvez être tranquille qu'il y a une grande partie de ce qu'on a remué qui va finir au ruisseau, puis à la rivière, puis à l'océan. Donc, ça, c'est même pas discutable. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde se demande comment on peut faire pour éviter ça, ou en tout cas pour le ralentir. C'est vrai que notre agriculture, majoritairement, celle du travail du sol, c'est une agriculture qui envoie nos sols à l'océan. Voilà, ça c'est acté maintenant. Oui, on comprend bien, pardon, je vous interromps, mais on comprend bien cette attitude irresponsable de l'homme et comme on a un certain nombre de sujets à traiter ensemble, ça fait une transition parfaite pour savoir pourquoi c'est nécessaire de parler d'agroécologie, l'agroécologie qui va représenter un point essentiel hein, de cet événement et en tout cas de cette introduction. Pourquoi c'est nécessaire de parler d'agroécologie pendant la semaine de l'agriculture?
Ah ben c'est justement pour ça, et Anne va vous en parler en détail et techniquement mieux que moi. Et simplement une phrase pour vous dire qu'aujourd'hui, cette vision de l'agroécologie que nous avons, et c'est celle que j'ai essayé de porter au tout début, c'est en fait que nous regardions tous vers les enjeux majeurs de l'agricole. Et ces enjeux majeurs sont peut-être pas ce que l'on pense au départ. Et donc, en gros, l'agroécologie, c'est de s'occuper de ces enjeux-là et non pas de s'occuper des moyens. C'est vraiment s'occuper du résultat. Et c'est ça qui est la différence et qui est très important aujourd'hui. Et Anne va vous expliquer comment on fait ça. Absolument, Anne. En effet, en fait, l'agroécologie, si on doit la définir peut-être simplement avant de répondre à votre question du pourquoi en parler cette semaine, pour nous, l'agroécologie, c'est une définition finalement très simple, c'est de faire de l'agriculture en s'inspirant du vivant pour produire et protéger en même temps. Et c'est un peu tout ce changement de paradigme que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à voir une agriculture soit qui produit, soit qui protège l'environnement. Mais tout le défi qui est en fait face aujourd'hui à notre société moderne, c'est d'arriver à relever le pari, relever le défi de le faire en même temps. Et aujourd'hui, on sait le faire parce qu'il y a des pionniers depuis 30 ans qui le font, qui ont mis en place des nouvelles pratiques qui permettent de régénérer ces sols justement et de passer d'une agriculture minière qu'évoquait Arnaud à une agriculture régénératrice. Donc c'est tout ce défi-là aujourd'hui qu'on doit mettre en œuvre. Et en fait, pourquoi il est absolument indispensable et qu'il nous tenait à cœur aujourd'hui de faire en fait cette semaine d'événements autour de l'agroécologie durant la semaine de l'agriculture française, c'est que régénérer les sols, c'est à la fois et régénérer les écosystèmes vivants, c'est à la fois relever le défi de pouvoir continuer à produire et donc le défi de la souveraineté alimentaire de notre pays, mais c'est aussi également relever le défi qui est le plus grand défi de l'humanité aujourd'hui du changement climatique. Parce qu'avec le changement climatique, on est en train d'accélérer cet effet d'érosion et cet effet de désertification. Et ce qui se passe également, c'est qu'on sait aujourd'hui, cette agriculture, c'est une agriculture qui permet de réduire les effets du changement climatique en restockant du carbone dans les sols. Donc en fait, face à nous, on a à la fois un défi qu'on ne peut pas ignorer et qui est absolument crucial pour la survie des espèces humaines, mais qui est aussi une véritable solution face à nos enjeux modernes. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi hésiter? Il n'y a plus le choix et on voit bien que finalement l'agroécologie, ce n'est pas une troisième voie, ce n'est pas un énième label, mais c'est bien une absolue nécessité si on veut continuer de produire demain et de vivre sereinement sur cette planète. On entend très bien dans ce que vous dites la nécessité d'être responsable. Et d'ailleurs, je cite une remarque de Régis qui nous suit, qui est écrit en écho à ce que vous disiez, Arnaud. Les agriculteurs voient ainsi partir leur capital à la mer. C'est exactement ce que vous disiez. Alors, on entend cette nécessité de parler d'agroécologie, d'être enfin un peu responsable. Et c'est vrai que quand vous nous expliquez tout ça, ça semble rose, ça semble limpide. Pourtant, le mouvement a fait polémique, notamment quand il s'est créé. Alors aujourd'hui, après 3 ans, vous avez parlé de vos 600 adhérents, après 3 ans, il n'y a plus énormément de détracteurs. Mais pour ceux qui persistent à ne pas être tout à fait d'accord, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Arnaud Daguin? Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai compris il y a déjà pas mal de temps sur ces sujets-là, c'est que de toute façon, il y aura toujours une partie des gens qui préféreront la polémique au sujet de la polémique. Ça, c'est la première chose. Il y a des gens pour qui c'est un fonds de commerce, une activité de se foutre sur la gueule avec les autres. Bon, ben voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais c'est pas cela qui me font souci. En fait, là où il y a des points de frottement aujourd'hui, et il y en a pas mal encore, c'est, comment vous dire, je vais essayer de prendre, de faire à mienne une métaphore. Vous savez, c'est cette histoire du nouveau monde qui émerge et de l'ancien monde qui disparaît. Et la difficulté, c'est pas tellement de laisser émerger le nouveau monde, c'est d'amortir la chute de l'ancien. On est dans l'agricole sur une activité, et dans l'agroalimentaire en général, qui a généré et qui continue à générer énormément d'économies, énormément de rentes de situation, énormément de postulats et de postures d'autorité et de pouvoir. L'humain est ainsi fait. Et donc, comme toujours, quand il y a un changement de paradigme majeur qui va retourner énormément de choses, et y compris des valeurs là-dedans, eh bien, on va avoir de la résistance parce que forcément, il y aura des gens qui ne vont pas vouloir lâcher leur petit patrimoine ou leur petite rente de situation ou leur grosse d'ailleurs, ou qui simplement ne vont pas vouloir changer parce que ils pratiquent la phrase la plus dangereuse du monde. Vous la connaissez, la phrase la plus dangereuse du monde? Non, Non, vous n'allez pas dire.
On a toujours fait comme ça. Ah oui, ça c'est terrible. Ah oui, C'est cette la phrase, je phrase la l'accorde. plus dangereuse du monde. Voilà. En fait, c'est ça l'origine des querelles, l'origine des polémiques. C'est rien d'autre. Sur le fond, personne aujourd'hui ne peut nier que nous avons besoin d'une agriculture qui stocke du carbone, qui refasse donc ses sols, qui fasse des sols structurés pour filtrer, infiltrer et stocker de l'eau, qui produisent en gros beaucoup de biodiversité, qui nous fasse une alimentation qui nous va bien et qui nous constitue comme il faut et qui en plus rende les paysans heureux. Vous voyez, personne ne peut aller contre ça. Le premier qui vous dit qu'il est contre ça, ça veut dire qu'il cherche vraiment la baston, quoi. Donc, ce n'est pas le problème, le fond du sujet. Les problèmes, quand ils arrivent, c'est sur la façon dont on y va. Et c'est ça tout l'art. Moi, je suis très, très, très content d'avoir une équipe, de travailler avec une équipe de jeunes gens menée par Anne. Mais c'est extraordinaire de les voir bosser dans ces méandres, dans ces labyrinthes, dans ce monde hyper complexe de l'agriculture, pour justement essayer tous les jours de faire émerger ces priorités-là, ces enjeux-là, et de les montrer clairement à tous les acteurs en leur donnant les moyens d'y aller par leur propre chemin. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est que des cas uniques. Il y a une autre phrase tout à fait dangereuse, et alors qui est même mortelle, là, celle-là, dans l'agriculture, mais pas que. C'est une phrase qu'on entend souvent dans des écoles d'administration, et elle dit « toute chose étant égale par ailleurs ». Ça, c'est un truc qui n'existe jamais. Vous pouvez être tranquille qu'une solution qui a été élaborée avec ce genre de cadre, elle va correspondre à rien. Ça, c'est sûr. Voilà. On Donc, voit bien que tout ça n'est pas du tout arithmétique. En fait, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de l'absence de remise en question que vous évoquiez, avec on a toujours fait comme ça, de gens qui n'ont pas envie de faire autrement parce qu'ils n'ont pas envie effectivement d'être bousculés dans leurs petites habitudes. Et puis au-delà de l'enjeu de remise en question, il y a un autre enjeu qui est celui de la compréhension. Parce qu'il a fallu expliquer aux uns et aux autres, que ce soit les agriculteurs, les institutionnels, voire les médias, il a fallu leur expliquer ce qu'était pour une agriculture du vivant, qui est un mouvement comme ça qui émergeait, j'avais envie de dire, presque de nulle part, qui aujourd'hui a réussi à s'imposer. Et donc, au-delà des polémiques que vous évoquiez, Arnaud, il y a la question encore des zones d'ombre. Il y en a encore quelques-unes. Et parmi ces zones d'ombre, il y a beaucoup de personnes, Anne, qui ne comprennent pas très bien si, pour une agriculture du vivant, c'est un label ou pas un label. Est-ce que l'agroécologie, c'est un label ? Très bonne question, en effet, que tout le monde se pose, et même nous la sommes posée au démarrage. Peut-être, déjà, je vais reformuler la question, c'est déjà, qu'est-ce qu'un label ? Un label, à quoi ça sert ? Un label, ça sert tout simplement à rassurer le consommateur en allant prouver finalement une certaine qualité, une certaine allégation qui va être faite à ce consommateur. Et si on en revient à la définition de l'agroécologie que j'expliquais tout à l'heure, s'inspirer du vivant pour produire et protéger en même temps, on voit bien que finalement, on est sur un concept qui va être beaucoup plus large que celui d'un label. Ce qui nous a convaincus très tôt qu'il ne fallait surtout pas créer un label agroécologique, parce que l'agroécologie, c'est accompagner les agriculteurs dans une trajectoire, une démarche de progrès qui va leur permettre d'améliorer leur système et de trouver cet équilibre justement entre la production et la protection de l'environnement et toutes ces externalités que cite Arnaud, le carbone, la biodiversité, etc. Et donc, résumer finalement l'agroécologie à un label, ce serait extrêmement réducteur. Et tout l'enjeu, il est plutôt d'aller accompagner les agriculteurs et l'ensemble de ces acteurs dans cette démarche. Et donc, nous, notre choix, il a été assez clair. C'est-à-dire que notre objectif, il est plutôt d'aller créer des outils qui vont permettre d'accompagner cette transition et en particulier de mesurer les résultats de cette transition pour pouvoir accompagner chaque agriculteur dans sa progression. Et à partir de là, libre à chacun ensuite, qu'il soit individu, qu'il soit marque, entreprise au sein de l'association, d'aller créer de la valeur à partir de tout cet écosystème vibrant, de toute cette démarche de progrès, de cette mesure des résultats, pour aller créer de la valeur jusqu'au consommateur. Mais on est assez convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un label pour faire ça et qu'on le voit aujourd'hui, on a un certain nombre de marques qui vont venir témoigner tout au long de la semaine, notamment au niveau des différents intervenants qu'on va avoir et qui vont venir justement démontrer qu'ils arrivent aujourd'hui à accompagner cette transition et aller parler aux consommateurs de cette transition sans avoir besoin d'un label. Et je dirais la meilleure preuve de ça aujourd'hui, ce sont les chiffres au sein du mouvement. On a mené une enquête récemment auprès des agriculteurs qui met en avant justement cette réconciliation que l'on évoque et ce concept d'agroécologie, c'est que parmi les agriculteurs qui sont adhérents au mouvement, on a découvert du coup que 49% de ceux-ci sont en agriculture biologique aujourd'hui, donc ils ont déjà un label. On en a 30%
qui sont en conventionnel sans label, on va dire. On en a 17% qui sont labellisés HVE. Et puis le reste, c'est quelques autres labels. Donc finalement, on voit bien que dans l'association, avec ce sujet agroécologique, on parle à tout le monde. Et en fait, ça intéresse tous les agriculteurs et que les agriculteurs au quotidien, ce qui les intéresse, c'est bien leur production et l'amélioration de leur système et pas d'avoir un énième label. Et donc, c'est vraiment tout notre pari d'arriver à réconcilier tout le monde, de leur apporter les outils, que chacun s'en empare, et libre à chacun, parce que nous créons des outils en open source, de s'en saisir et d'ensuite d'aller créer cette valeur jusqu'au consommateur. Vous, Arnaud, sur ce sujet des labels, on sait bien que en tant que cuisinier, que quand on achète tel ou tel produit, on peut savoir si c'est un produit responsable, qui a été fabriqué, si on achète, je ne sais pas, des mangues qui viennent de je ne sais quel pays exotique, dans le respect des agriculteurs, etc. Donc, il y a cette question des labels qui est assez présente, et les gens peuvent être rassurés par l'idée du label. On le voit bien sur tous les produits, soit label rouge, label truc. Est-ce que pour vous, l'agroécologie, et notamment pour une agriculture du vivant, c'est un label ou pas? Comment vous voyez les choses par rapport à cette question du label? Alors, moi, je suis comment dire, un vieil utopiste, hein, donc je rêve et je continue à rêver, peut-être je le verrai de mon vivant, peut-être pas, mais je rêve d'une sorte de plateforme universelle, numérique, peut-être blockchainée, peut-être pas, je ne sais rien, je ne sais pas par quelle technologie ça pourrait passer, mais qui nous dise absolument tout de la pomme qu'on est en train de croquer. Je pense que ça va arriver. Ça remplacera pour le coup tous les labels, puisque ça va raconter absolument toute l'histoire de cette pomme, depuis le sol jusqu'à ce qu'elle fait dans votre organisme. On y arrivera, c'est peut-être un peu visionnaire d'en parler maintenant. On est en train de démarrer ça avec notre plateforme numérique qui est le tout timide début de ça et qui a vocation à être en open source et universel un jour. Je pense que ce qui peut aujourd'hui rassurer le plus, s'il a besoin d'être rassuré, notre ami le consommateur, celui qui veut savoir ce qu'il mange, c'est de rentrer dans une sorte d'intimité avec la filière. Aujourd'hui, on en est là. J'ai souvent dit, moi, dans ma vie de cuisinier, que je préférais connaître le prénom du berger ou du fromager qui me vendait son fromage et discuter avec lui en buvant un coup de temps en temps, plutôt que de regarder les labels qu'il avait sur sa camionnette ou sur ses fromages. Alors, ça ne veut pas dire que je dénigre le fait qu'on puisse vouloir prouver qu'on fait ce que l'on dit. Ça, c'est quelque chose qui a permis d'avancer dans plein de secteurs et je ne crache pas dessus, mais j'appelle de mes voeux le moment où on n'aura plus besoin de ça. C'est-à-dire où on saura, en achetant une carotte, qu'elle a stocké du carbone, qu'elle a filtré de l'eau, qu'elle a produit de la biodiversité, qu'elle est pleine de trucs dont on a besoin pour se nourrir et qu'en plus elle a rendu son cultivateur heureux. Voilà, ça viendra. On n'en est pas encore là, mais c'est quand même un rêve que j'ai. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on sache tout de nos aliments. Et c'est jouable. On peut le faire. C'est un joli programme. En tout cas, je précise pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez que si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions que je relayerai à Anne et à Arnaud. Vous avez cet outil qui permet de converser et comme l'a fait Régis tout à l'heure, c'était un commentaire, mais vous pouvez nous apporter vos commentaires et vos questions. C'est important de partager avec vous et d'avoir vos retours. On parlait tout à l'heure, Anne, avec Arnaud, des polémiques et notamment de la difficulté de beaucoup à se remettre en question, à voir les choses différemment de ce qu'ils ont toujours fait. Quand pour une agriculture du vivant s'est lancée, évidemment, il y a eu des polémiques et certaines sont encore d'actualité. Vous, en tant que représentante au quotidien, vraiment en tant qu'opérationnelle sur le terrain, quelles sont les critiques éventuelles auxquelles vous êtes le plus souvent exposée? En fait, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, le grand défi là, qui est devant nous sur ce sujet, c'est d'arriver à expliquer, acculturer, on utilise beaucoup ce terme, en fait, l'ensemble des acteurs sur les enjeux qui sont derrière tout ça. Et comme le disait Arnaud, d'arriver à finalement accompagner la fin d'un ancien modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un milieu, en tout cas un milieu assez fragmenté, très fragmenté, même je dirais dans le monde agricole et aussi dans le monde agroalimentaire, ce qui est exacerbé par les labels, mais les labels ne sont pas responsables de tout.
Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à accompagner chacun tout en gardant finalement les équilibres qui peuvent exister aujourd'hui et protéger finalement les avantages des uns et des autres qui peuvent exister. Donc, il faut pouvoir accompagner tout ça. Et quand finalement on arrive avec un discours réconciliateur, ça peut être vu comme finalement une arnaque, hein, si j'utilise un mot, parce qu'on n'y croit pas, hein, un discours réconciliateur. Il est plus facile d'opposer, et c'est ce qu'on voit tous les jours dans les médias, il est beaucoup plus facile d'opposer et de pointer du doigt ce qui ne va pas chez les uns, chez les autres, plutôt que de valoriser ce qui est bien dans chacun. Et nous, c'est un peu ça notre pari aujourd'hui, et c'est ça qu'on fait au quotidien, et c'est ça qu'on fait aussi avec l'indice de régénération, on y reviendra, mais qui permet d'aller valoriser ce qui est bien dans chacun des systèmes, dans chacune des pratiques, de faire travailler ensemble les acteurs pour qu'ensemble, ils améliorent et qu'ils se nourrissent des connaissances, des savoirs des uns des autres. Et donc ça, c'est peut-être un message qui est encore un petit peu difficile à comprendre parfois, qui peut faire peur parce que ça peut voilà, générer un risque individuel, une perte d'avantages concurrentiels, mais on le voit très bien aujourd'hui au quotidien dans l'association. Je vais citer quelques chiffres. On a aussi doublé le nombre de membres finalement en 2020 par rapport à fin 2019. Donc on voit bien que ce discours, il porte de plus en plus, que les acteurs sont aussi en recherche de sens, et que quand on parle du vivant, c'est aussi questionner finalement le rôle que nous, êtres humains, avons au sein de ce vivant. Et donc ça touche bien finalement le quotidien de chaque être humain, et donc on atterrit sur des sujets qui sont finalement bien plus larges que celui de l'agriculture, et c'est ça qui est absolument passionnant avec l'agriculture, c'est que c'est le début finalement de notre chaîne alimentaire, c'est le début de la chaîne du vivant, et que finalement c'est un sujet qui nous concerne tous et qui nous parle à tous. Alors, on a deux questions. Une de Jérôme qui nous demande sur les 600 adhérents que compte pour une agriculture du vivant, combien y a-t-il d'agriculteurs? Alors, il y a majoritairement des agriculteurs, en l'occurrence. C'était un chiffre approximatif que j'ai donné tout à l'heure. Le chiffre exact doit être aux alentours de 665, 670, quelque chose comme ça, puisqu'en réalité, nous avons un peu plus de 600 agriculteurs adhérents et une soixantaine d'entreprises qui sont membres, c'est-à-dire, donc, quand je parle des entreprises, ce sont toutes celles qui vont être cotisantes, donc qui vont financer l'association par leur cotisation, et qui vont aussi bien de l'amont agricole, donc des structures de coopératives, de négoce, de développement agricole, ou des structures de l'agroalimentaire, ou bien des partenaires techniques et financiers. Et alors, pour bien comprendre, pour les futurs éventuels adhérents, être adhérent pour une agriculture du vivant, ça veut dire quoi concrètement? Ça se traduit comment? Alors, être adhérent pour une agriculture du vivant, c'est déjà s'engager. Donc, c'est pas venir chercher des services, mais c'est déjà en soi être convaincu de la vision et de ses valeurs de régénération et de réconciliation, et s'engager à les mettre en œuvre au sein de son entreprise. C'est un élément absolument déterminant pour nous parce qu'on va attendre vraiment des acteurs qu'ils fassent leur part du travail, parce que dans cette transition, il est absolument indispensable que chacun des acteurs des filières fasse sa part du travail. Le principe de responsabilité partagée a été défini très tôt. Contrairement justement au label où finalement on va demander aux agriculteurs de mettre en place des pratiques, et puis derrière toute la filière va venir acheter ces produits. Là, l'enjeu, c'est que chacun à son niveau mette en place un certain nombre d'engagements qui vont permettre de réussir cette transition. Si je prends un exemple très concret, très simple, on a souvent le cas de la chimie. Voilà, comment réduire l'usage des produits phytosanitaires, par exemple en arboriculture. Aujourd'hui, on sait très bien que le choix des variétés qui peuvent être faits par les acheteurs est absolument déterminant sur la capacité des agriculteurs à réduire l'usage de ces phytosanitaires. Donc, si les acheteurs n'ont pas été sensibilisés à ce qu'est l'agroécologie, à ce que ça implique pour l'agriculteur et aux contraintes techniques que ça peut imposer, on voit bien que l'agriculteur ne pourra pas aller au bout de sa démarche. Donc, c'est pour ça qu'on est absolument strict sur ces points-là. Et donc, une fois les engagements pris, l'association va venir aider chacun de ses adhérents à mettre en œuvre ces engagements, et en particulier à accompagner cette transition. Et c'est par la démultiplication de ces initiatives que l'association est en capacité aujourd'hui de développer un certain nombre d'outils qui ont été testés sur le terrain avec les acteurs, qui s'enrichissent des expériences multiples et variées, et qu'aujourd'hui on est en capacité de rendre disponible en open source au plus grand nombre pour faire bénéficier tous les agriculteurs de ces outils, et surtout pour accélérer cette transition. Alors, ça rejoint un peu la question de Louis. Et Louis, on va vous répondre dans quelques instants, parce que justement, on va parler d'annonces qui sont chères pour une agriculture du vivant et qui répondront peut-être en partie à votre question. Ce qui est clair, c'est que les valeurs intrinsèques à l'agroécologie, elles sont réelles, elles sont déjà visibles. Ça, on va le voir toute la semaine, que ce soit pour la reconnexion au vivant, la mise en mouvement des acteurs de coopération, la création de valeur. Mais en attendant,
En attendant, l'événement de cette semaine, c'est l'occasion pour une agriculture du vivant de faire 2 grandes annonces. D'abord, la mise à disposition en open source, puisque vous parliez de l'open source, d'un indice de régénération, mais aussi le lancement d'une plateforme digitale de l'agroécologie. Arnaud Daguin, je vous laisse nous en dire davantage. Bon. En fait, ce mot de régénération, il est très important depuis le début pour nous et puis pour tout le monde, je pense, puisque de fait, il vient pour à la fois expliquer la position que nous devons avoir tous par rapport à nos sols agricoles. Aujourd'hui, on a suffisamment abîmé partout ces sols dont nous avons hérité pour comprendre que nous sommes dans une nécessité de les régénérer. Et cette régénération ne doit pas s'arrêter seulement au sol, il faut aussi qu'elle aille sur d'autres tableaux, et notamment le contenu des produits, la vie de ceux qui les produisent, l'économie des filières par lesquelles tout ça transite. Tout ça relève effectivement d'un désir de régénération et on s'est dit à un moment donné que ça serait quand même très intéressant d'avoir au moins le début, l'ébauche d'un outil qui pourrait nous permettre à chaque stade et dans chaque situation d'évaluer où on en est ponctuellement de cette régénération. Et donc, cette idée d'un indice qui puisse parler de ça, évidemment, au début, c'était peut-être un peu utopique. Hein. Maintenant, on sait que techniquement, on commence à avoir les moyens d'en parler et de le faire comme il faut. Et donc, nous avons répondu à un moment donné à un appel à projet de la BPI qui nous a permis de commencer à financer tous les travaux. Mais ça, Anne va en parler beaucoup mieux que moi. Il y a un détail que je voulais ajouter là, qui n'a pas été dit, peut-être parce qu'il paraît évident comme ça, c'est que pour les paysans, les agriculteurs, l'adhésion pour une agriculture du vivant est gratuite. Voilà. Non, mais vous faites bien de le préciser. Anne, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un outil de mesure tel que celui que vous venez de lancer ? Alors, en effet, c'est extrêmement important, c'est crucial et c'est ce qui nous a animés depuis 3 ans et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces 3 premières années de travail. Parce que, en fait, un outil de mesure, pourquoi ? Parce que, on l'a dit, dans le vivant, tout est lié. Dans le vivant, tout est sujet d'équilibre, donc c'est extrêmement compliqué finalement d'aller évaluer des choses si on regarde finalement chaque point de manière isolée ou chaque moyen, chaque pratique qui est mise en œuvre. Et par ailleurs, également par rapport à cet objectif de réconciliation, il était clair pour nous qu'il fallait viser des résultats. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de mesurer, de mesurer les résultats effectifs pour ne pas regarder quelles pratiques sont mises en œuvre par rapport à des choix techniques qui seraient faits par les agriculteurs, mais plutôt quels résultats ils obtiennent justement en termes de production et de protection. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec cet indice de régénération, du coup, qui est public depuis ce matin sur notre plateforme digitale, donc au lien transition.agricultureduvivant.org pour ceux qui sont en direct et qui souhaitent tout de suite aller regarder. Donc, c'est un indicateur, donc un calculateur que l'on a créé avec les agriculteurs, avec les techniciens qui sont membres du mouvement et avec notre comité scientifique européen spécialiste des sujets agronomiques. Et donc, pour faire simple, c'est une note sur 100, donc une note de 0 à 100 qui permet de positionner chaque agriculteur, chaque ferme plutôt, chaque système de production sur cette échelle et qui permet ensuite de l'accompagner en définissant un plan de progrès avec son technicien jusqu'à l'amélioration de ses pratiques. Et ce qui est extrêmement important dans cette note de 0 à 100, c'est qu'elle va vraiment regarder l'ensemble du système. Elle ne va pas regarder que le sol, mais elle va vraiment regarder la santé du sol et la vitalité de l'écosystème. On va regarder aussi bien les entrées de carbone d'azote, la réduction des phytosanitaires, tous les éléments liés au sol, c'est-à-dire couverture du sol, non-travail du sol, les systèmes d'agroforesterie, etc. Donc, on va vraiment regarder l'intégralité et pour permettre d'avoir une vision globale de la régénération de son système. Et aujourd'hui, cet outil, il est à la fois utilisé comme outil agronomique pour accompagner les agriculteurs avec leurs techniciens, mais aussi dans les filières, justement, pour que l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire, mais aussi de la cosmétique, de l'immobilier qui achètent aujourd'hui des matières premières agricoles, puissent finalement accompagner leurs fournisseurs dans cette démarche de progrès. Et donc, finalement, avec un outil très simple, mais pas simpliste, et ça c'est très important, qui permet d'évaluer le vivant,
on arrive aussi à construire finalement une vision partagée au sein des filières où on parle un même langage, un langage commun sur des sujets qui sont extrêmement complexes et qui vont aller jusqu'à adresser des réponses qu'attendent les consommateurs sur la carbone, la biodiversité, la chimie, etc. Alors, vous avez en partie répondu à la question de Louis. C'est pour ça, Louis, qu'on attendait pour vous répondre. Votre question était la suivante. Nous vous remercier pour toutes ces informations. Et vous nous demandiez d'approfondir le sujet des outils générés pour une agriculture du vivant, les outils générés donc en open source. C'est le cas de cet outil cet indice de régénération qui est en open source. Vous nous demandez quels sont ces outils, par qui est-ce qu'ils peuvent être consultés et pour qui sont-ils construits? Alors Anne, je vais vous laisser répondre et je pense que la plateforme, on n'a pas encore parlé de la plateforme digitale et de sa spécificité, est en partie un des éléments de réponse à la question que se pose Louis, mais voilà, je vous laisse répondre à cette question. Alors déjà, pour répondre à la question du pour qui, donc cet outil a déjà été développé pour les agriculteurs en priorité et avec les agriculteurs, et ça c'est très important puisqu'on a vraiment travaillé avec eux pour construire un outil qui est calculé avec des données au champ, qui peut se faire de manière très rapide en 15 minutes si on est dans une logique un peu de simulation de test, ou jusqu'à 2 heures si on est sur un diagnostic très complet qui va venir créer de la valeur dans des filières, etc. Mais ça reste un outil très simple et très rapide et qui peut être aussi utilisé que par les techniciens, comme je le disais, et en particulier donc, la communauté des techniciens du vivant que l'on a constituée et qui en s'amplifie de jour en jour. Ce sont les techniciens qui sont justement compétents sur les sujets agronomiques et qui peuvent accompagner au mieux ces acteurs. Et donc sur la plateforme digitale de l'agroécologie que l'on lance également aujourd'hui, vous allez retrouver ces outils en open source, c'est-à-dire l'indice de régénération qui existe pour l'instant sur les productions végétales, pas encore sur l'animal, c'est prévu pour la fin de l'année. Vous allez retrouver la cartographie des acteurs techniques et notamment des techniciens du vivant qui sont compétents pour accompagner les agriculteurs dans l'amélioration de leur plan de progrès. Vous allez retrouver aussi tout le catalogue des formations en agroécologie qui existent en France. Et donc, vous avez déjà toute une base de travail en fait pour à la fois simuler, tester l'indice de régénération dans votre ferme et ensuite construire les outils pour améliorer votre plan de progrès. Et donc, cette plateforme va venir s'enrichir progressivement de tout un tas de nouvelles fonctionnalités selon vos besoins pour enrichir cette boîte à outils et vous aider au mieux au quotidien à améliorer votre indice. Arnaud, je me tourne vers vous pour cette autre question que nous avons reçue. Comment accompagnez-vous les agriculteurs, les agricultrices? Est-ce que vous faites des appels à projets? Est-ce que les agriculteurs ou agricultrices sont situés dans toute la France? Comment mettez-vous en place ces accompagnements? Comment ça se passe concrètement, soit au niveau du partage de semences paysannes, des formations? Et est-ce que vous le faites aux côtés de la Chambre d'agriculture? Alors, ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Je vais en prendre un bout et en prendre un autre. Voilà. Et je vois aussi une autre question dessous, puisque je regarde aussi les questions et les réponses et qui parlent de la production industrielle et la façon dont on peut justement, comment peut-on travailler avec l'agroalimentaire, et notamment avec l'industrie agroalimentaire. Bon, toutes ces questions sont très intéressantes. Évidemment, comment nous accompagnons les agriculteurs? D'abord, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie, qu'ils fassent sans doute partie d'un groupe, parce qu'on n'accompagne pas un agriculteur tout seul dans son coin. Et c'est en étant en groupe et en collectif qu'on avance le mieux. On n'a pas du tout de filtre là-dessus. Tout le monde peut venir nous voir et on peut absolument étudier tous les cas de figure. Il n'y a pas de portillon ouvert ou fermé. Nous travaillons quelquefois avec des chambres d'agriculture, quelquefois non, quelquefois avec des syndicats départementaux, quelquefois non, quelquefois avec des jeunes agriculteurs, quelquefois non. C'est pas du tout figé, c'est une question de volonté. En fait, nous sommes ouverts à absolument tout le monde agricole. Et tout le monde agricole l'a compris, puisqu'on voit bien la biodiversité, elle n'est pas seulement dans les champs de nos adhérents, elle est aussi chez nos adhérents. On a énormément d'agriculteurs différents qui travaillent avec nous. Et ça a toujours été le but du jeu. Rien n'est propriétaire chez nous, tout est partagé pour le coup le plus possible, puisque le but du jeu, c'est de faire avancer l'ensemble de ce monde et pas seulement quelques-uns pour qu'ils puissent être meilleurs concurrentiellement. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça se pose. Et d'ailleurs, et du coup, j'en profite pour répondre à la question d'après. C'est vrai que on pourrait... Pardon, je t'interromps juste deux secondes, Arnaud. La question d'après, c'est comment
convaincre ces structures qu'elles peuvent être concernées par l'agroécologie, parce que ce que nous dit Jérôme, c'est qu'une grande partie de la production industrielle, eh ben, elle se fait sur des terres qui sont louées parce qu'on sait que les personnes n'ont pas de foncier, qu'elles sont obligées de faire tourner les sols. Et donc, effectivement, sa question, c'est comment est-ce qu'on convainc ces structures qu'elles peuvent être alors concernées par l'agroécologie. Je vous laisse y répondre. C'est par la culturation que ça se passe. C'est justement ce qui a prévalu à la création de notre association. C'est le fait d'arriver à faire comprendre à tous les acteurs, y compris et surtout à ceux de l'aval, c'est-à-dire à ceux qui transforment et à ceux qui vendent, que leur avenir même dépendait de leur capacité à se saisir de ces problématiques d'agroécologie. Et pour ça, il fallait qu'ils comprennent ce que c'était. Et en fait, le bâton de pèlerin, on l'a pris il y a 3 ans. Moi, j'ai commencé, je me souviens, à la Tour Égée, à la Défense, chez Elior, à l'époque, pour expliquer à tout le monde ce que c'était que la valeur d'un produit alimentaire. Il y avait 70 acheteurs qui étaient là, eux, ils ne pensaient qu'au prix. Ils n'avaient jamais l'idée de la valeur en tête, quoi. Et donc, c'est ce changement de regard, c'est un vrai changement de paradigme, qui met la valeur, et y compris la valeur économique, quelque part où le produit rend service à tout le monde. Et ça, c'est nouveau, c'est comme ça. Alors au début, on passe pour un illuminé, pour un vieux barjot, et puis petit à petit, on commence à s'apercevoir qu'effectivement, eh bien, l'intérêt que nous avons tous, et y compris les industriels, et y compris les grands marchands, et y compris le capital international, s'ils veulent durer un peu, eh ben, c'est de produire une valeur qui soit à la fois reconnaissable par tout le monde, donc que tout le monde puisse appréhender, et qui soit une valeur vraie, c'est-à-dire qui nous assure une sorte de pérennité sur la planète, tout simplement. Voilà. Donc, avant de prendre la question de Régis, je vais vous laisser réagir, Anne, mais c'est vrai que vous mettez le doigt sur un point très important qui est celui de la valeur, qui a tendance à être un petit peu trop laissé de côté par rapport au prix ou à d'autres considérations. Avant de prendre une nouvelle question, Anne, je voulais vous laisser réagir sur les points qui ont été abordés, les questions qui ont été posées. Oui, je voulais compléter quelques points. En effet, aujourd'hui, clairement, je voulais repréciser un point, c'est que pour une agriculture du vent, ce n'est pas une structure d'accompagnement de développement agricole. On est un mouvement dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'acteurs qui font du développement agricole. Donc, en point de départ du mouvement, on s'est appuyé sur les filières de nos membres. On est parti, donc notamment des acteurs de l'agroalimentaire, pour proposer la démarche à leurs fournisseurs qui étaient les plus motivés. Avec eux, on a construit tous ces outils. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où justement on rend accessible tous ces outils pour que chacun s'en empare et que ça fasse un effet boule de neige. Et au sein du mouvement, et notamment sur la cartographie que vous allez retrouver sur la plateforme de l'agroécologie, vous allez retrouver justement tous les acteurs qui sont en capacité d'accompagner les agriculteurs, que ce soit des chambres d'agriculture, des coopératives, des négoces, des structures privées, peu importe. Vous verrez tout au long de la semaine dans les témoignages d'ailleurs qu'on travaille avec tous ces acteurs. Cet après-midi, il y a une table ronde justement avec une chambre d'agriculture. Vous verrez d'autres acteurs au fur et à mesure de la semaine. Donc, il n'y a pas de type d'acteurs qui font ça aujourd'hui. Cette opportunité, elle est là, elle est à saisir et il y a déjà tout un tas d'acteurs qui s'en emparent. Et c'est toute la clé de l'open source et c'est la valeur qui nous anime vraiment de rendre ça accessible massivement. Et en fait, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que les acteurs s'en emparent. Les outils sont là, saisissez-vous-en. Et c'est comme ça qu'on fera cet effet boule de neige. Et pour réagir sur la question de l'allocation des terres, c'est en effet un point absolument primordial qu'on a longuement discuté avec notre comité scientifique, avec les partenaires, et qu'on a finalement choisi d'intégrer dans le calcul de l'indice de régénération. Alors après, tout dépend comment vous utilisez l'indice. Lorsqu'on est sur une logique de plan de progrès agronomique, finalement, libre à chacun de définir le périmètre sur lequel il se situe. En tout cas, dans une démarche filière, l'objectif est bien d'intégrer aussi les locations de terre parce que l'objectif est bien de créer cet effet boule de neige et de créer une prise de conscience. Et rien de tel que de mesurer la situation réelle et d'en discuter pour éveiller cette prise de conscience. Donc, on part du principe que cet outil, il est là pour ça. Donc, on invite chacun des acteurs aujourd'hui à saisir cette opportunité et initier ce dialogue avec l'ensemble de ces parties prenantes. Merci pour ces précisions. Une question de Régis qui nous dit que les collectivités locales sont engagées dans des démarches d'accompagnement des agriculteurs de leur territoire afin évidemment de protéger ou de reconquérir la qualité de l'eau pour l'eau potable mais aussi pour les milieux aquatiques et que ces pratiques elles peuvent passer par des programmes alimentaires territoriaux. Agriculture du vivant, est-ce que pour une agriculture du vivant est engagée sur ce type de démarche, que ce soit avec les collectivités, la restauration scolaire, les marchés alimentaires et autres?
Alors, pas encore. Nous avons un certain nombre de contacts, puisque justement, nous avons, au cours des derniers mois, lorsque nous étions dans la phase de finalisation de cet indice de régénération, justement éveillé l'intérêt de plusieurs collectivités pour leur signaler que tout l'intérêt de cet indice de régénération, c'est qu'il puisse aussi justement être utilisé dans les politiques publiques et en particulier les PAT, mais ça pourrait être également dans la politique agricole commune, pour accompagner, justement, mettre en place des moyens de paiement des services écosystémiques ou de motivation des agriculteurs au changement de pratique, parce que cet outil, comme je l'ai dit, est open source et qu'on atteindra un effet maximal pour accompagner les agriculteurs, justement, si on arrive à mettre en synergie l'ensemble des facettes des politiques agricoles, qu'elles soient privées dans les filières ou qu'elles soient publiques. Et là aussi, quand on parle de réconciliation, ça concerne bien l'ensemble de ce dispositif-là. On n'est pas en train de créer juste une initiative privée dans les filières. On est bien sur un outil qui parle à tout le monde et que si chacun s'en empare, eh bien on arrivera à créer finalement un effet de synergie, un effet démultiplicateur, à la fois en termes d'impact et aussi en termes de revenus, évidemment, des agriculteurs. Francis nous dit, les organismes de formation des agriculteurs sont-ils associés à ces démarches, entre autres à l'utilisation de l'indice de régénération dont vous avez parlé? Sont-ils les partenaires du mouvement que nous pouvions attendre? Oui, tout à fait. Les premiers, notamment, étaient Vers de Terre Production, puisqu'ils sont fondateurs de Pour une agriculture du vivant avec les 6 autres membres fondateurs. Donc, évidemment, tout ce qu'on a créé jusqu'à présent a été fait avec eux. Et je précise d'ailleurs que tous les événements de cette semaine, et en particulier celui-ci, seront retransmis sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Production dès demain, donc avec une vidéo par jour, donc, qui seront disponibles en replay. On travaille également avec Ecosystème. Donc aujourd'hui, ce sont je dirais, les deux plus avancés sur ces sujets-là. Mais je parlais tout à l'heure du catalogue de formation qui est disponible sur la plateforme digitale. L'objectif est justement d'arriver à créer ces liens avec l'ensemble des organismes de formation, déjà pour rendre visible leur offre et que finalement, il y a un portail unique pour faciliter l'accès aux agriculteurs et aux techniciens des différentes formations qui existent, qui souvent est encore un petit peu compliqué finalement d'arriver à s'y retrouver, et aussi de créer ce lien très concret entre les formations et la mise en œuvre et le déploiement derrière jusqu'aux filières. Et l'indice de régénération est également un outil qui peut être utilisé justement dans l'évaluation des formations en agroécologie. Donc ce travail, il est en cours, il a été démarré et les discussions sont en cours avec l'ensemble des organismes de formation. Léa nous fait part de ses craintes, c'est intéressant, elle nous dit comment être sûr justement que l'agroécologie ne soit pas une notion récupérée par le grand capital, car c'est aussi et avant tout un mouvement social fort dont il faut conserver le caractère révolutionnaire, Arnaud. Eh oui, vivant la révolution. En fait, l'agroécologie, elle se protège toute seule puisqu'elle parle que de résultats. Et donc, quand on parle que de résultats, on n'a pas de précaré à protéger, ni de moyens, ni de chapelle, ni de dogme, ni de ci, ni de là. Et ça, c'est sa force absolue. Hein. Et c'est ce que je pense, moi, être l'avantage, ou en tout cas le changement de paradigme majeur par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là. Alors, il ne faut pas être béat non plus. On sait bien qu'aujourd'hui, énormément de l'activité agroalimentaire est orientée vers un objectif et que cet objectif n'est pas forcément le bonheur de l'humanité à court terme et que c'est plutôt des résultats financiers. Mais ça, c'est vrai. On ne va pas le nier. Et à la fois, si on commence à rentrer dans une démarche qui est de l'ordre de cette transition agroécologique, mais en la poussant vraiment comme il faut, on ne pourra pas prétendre quoi que ce soit sans arguer de résultats, d'où cet indice de régénération, d'où plein d'autres indices qui vont venir s'agglomérer tout au long de la chaîne alimentaire pour nous fabriquer cette on va dire, réassurance par rapport à ce que une partie de l'humanité chargée de nourrir l'autre fait tous les jours. Alors je sais que ça paraît un peu utopiste comme ça, mais c'est quand même intéressant d'apprendre à jauger, à mesurer les résultats. Comme disait Anne tout à l'heure, tout est lié en termes d'agricole et d'alimentaire aussi d'ailleurs, et de santé, hein, puisque on n'a pas encore prononcé ce mot, mais nous on est quand même éclairés par ce concept de la santé unique que vous avez peut-être entendu évoquer déjà. Et c'est vrai que quand quelque part une plante est un peu malade, nous on est un peu malade aussi, c'est comme ça. Le vivant n'est pas quelque chose qu'on peut traiter par silo. Et donc,
le fait de pouvoir mesurer à des moments donnés ce qu'on fait, ça nous permet d'arguer des résultats. On ne peut pas se contenter d'allégations ou de déclarations d'intention. Voilà. Nous avons une agriculture qui sait ce qu'elle fait et qui le mesure et qui le dit. Anne. Oui, je voulais compléter. Pour moi, il y a un point qui me paraît essentiel aussi pour éviter ce risque-là. Enfin, il y a deux points. Le premier, c'est d'asseoir une vraie définition de l'agroécologie. Aujourd'hui, le terme agroécologie est encore un terme flou dans le débat public, qui est justement utilisé par des personnes différentes, avec des définitions différentes. Donc, ce qui est déjà très important, c'est d'y mettre un sens très clair avec des outils de mesure qui permettent à chacun de pouvoir se faire sa propre opinion sur ce qui sera fait en termes de communication derrière. Donc ça, c'est absolument primordial et c'est aussi pour ça qu'on crée des outils de pédagogie qui sont également diffusés en open source, qu'on invite tout un chacun à utiliser, à répliquer, à rediffuser. Et il faut qu'on arrive à générer collectivement cet effort d'acculturation massif. Et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour faire ça. Et donc d'arriver à créer vraiment un impact fort jusqu'aux consommateurs, jusqu'au grand public, jusqu'aux médias sur ce sujet d'agroécologie pour y mettre un vrai sens et que derrière, les entreprises qui l'utiliseront puissent être challengées par rapport à ça. Et donc, c'est le deuxième point sur lequel nous travaillons. J'évoquais tout à l'heure des engagements qui sont pris. Nous mettons en place de notre côté des contrôles sur les acteurs qui sont membres du mouvement pour une agriculture du vivant afin de nous assurer que toutes les allégations ne soient possibles qu'à partir du moment où ils ont mis en œuvre leurs engagements, ce qui permet de nous assurer que le terme agroécologie est bien employé et qu'il y a une vraie réalité de terrain derrière. Alors, il nous reste assez peu de temps, mais avant de conclure, une dernière question. On a parlé de beaucoup de sujets, de valeurs, de santé, d'outils open source, etc. On n'a pas beaucoup parlé de la gouvernance de l'association. Comment ça se passe? Quel est le poids, Arnaud, de chaque partie prenante de l'agriculture? Agriculteurs, industriels, consommateurs, conseil agricole, comment ça se passe? Moi, je vais vous parler de la volonté qu'on a eue dès le départ, hein, et Anne va vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça se traduit de façon matérielle. Pour nous, en gros, l'état d'esprit, c'était comment on fait pour que dans la même association, ceux qui financent la transition le plus lourdement n'aient pas plus la main que ceux qui la font vraiment. Et en gros, cette démocratie, on va dire, importante hein, dans une association comme celle-là, ce n'est pas de la politique de conseil d'administration au prorata des jetons. Quoi. Voilà. Donc ça c'était la volonté de départ et Anne va vous expliquer comment ça se traduit maintenant. Alors, vous allez nous l'expliquer, Alice, par la même occasion. Je vous laisserai nous dire également un mot de fin parce qu'il va être temps de clôturer cet échange, mais je vous laisse répondre à cette question avant qu'on termine cet échange. Ça marche. Oui, bah, ça se gère de manière très simple. Hein. On a une gouvernance aujourd'hui avec un conseil d'administration puisqu'on est une association qui est parfaitement équilibrée entre 3 collèges, amont, aval et partenaires de la transition. Donc, ils ont tous le même poids de vote dans les décisions, que ce soit au conseil d'administration ou en assemblée générale. On a également un équilibre quasi parfait de représentativité au niveau des membres. Donc, on a à peu près un tiers des membres de l'amont, un tiers de l'aval. Alors ça, c'est complètement un hasard, mais on voit bien que ce sujet, il touche de manière très équilibrée finalement l'ensemble des acteurs. Et puis ensuite, on anime ça par un certain nombre de dynamiques collectives, de temps forts, de temps de réunion qui permettent justement de décloisonner. On évite à tout prix les réunions que pour les acteurs de l'agroalimentaire et les réunions que pour les agriculteurs. Il n'y a rien de pire. On est justement là pour mélanger. Et c'est ça qui est extrêmement riche et qu'on retrouve également dans tous les événements. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, effectivement, ce côté très fédérateur. Alors, je vais vous demander quelque chose de très difficile, c'est de faire court pour terminer cet échange et de nous dire quel est votre mot de conclusion. On commence avec vous, Arnaud, si vous voulez bien. Oh ben moi, je vais faire assez court. J'aimerais qu'on n'ait plus besoin d'une association comme la nôtre le plus vite possible. Voilà, ça voudrait dire que tout le monde est rentré dans le jeu, dans le bain, et que, ben, ma foi, cette agroécologie que nous aspirons de nos voeux est devenue le standard mondial, tout simplement. Voilà ce que j'aimerais. Un peu comme les femmes, lors de la journée de la femme, aimeraient qu'il n'y ait plus besoin de journée de la femme pour reconnaître leurs droits, ils devraient être essentiels, hein, si on doit faire une comparaison. J'ai failli le dire. Exactement. Anne, un petit mot de conclusion. Bah, moi, mon espoir, en tout cas, ce à quoi on aspire, c'est simple, c'est que les outils que l'on crée soient utilisés, tout simplement, qu'un maximum d'acteurs les utilisent, et que sur le terrain, ça génère des rencontres, des échanges, et surtout, derrière, in fine, de la création de la valeur dans les filières. Et je tiens à préciser que cet événement, ce n'est que le début.
On a souhaité vraiment un événement sur toute la semaine où on va mettre en avant les acteurs qui vont partager leur retour d'expérience, venir témoigner. Ça va se poursuivre au mois de juin avec les journées de l'agriculture, du 18 au 20 juin, mais cette fois dans les champs, avec des agriculteurs qui vont ouvrir leurs fermes et parler d'agroécologie et montrer comment ça se passe. Et également au niveau européen, au mois d'août, avec l'initiative Eurosoil, et en particulier l'initiative Connect People and Soil, qui est portée par un consortium. Et là où tout le monde est invité, toutes les parties prenantes, il y aura des acteurs européens, des acteurs des filières, des agriculteurs, des accompagnants techniques, pour parler du sol, parler de ces sujets de régénération et à nouveau créer les connexions et faire avancer la recherche. C'est un programme. Donc, je vous invite tous à vous y inscrire. Voilà, un programme riche et enthousiasmant. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cette interview croisée. Merci également à celles et ceux qui ont posé des questions qui permettent de faire avancer la réflexion. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi, 14 h, pour 2 ateliers de présentation de ce fameux indice de régénération en direct sur la plateforme digitale de l'agroécologie avec Léa Lugassi, qui est coordinatrice scientifique du mouvement, mais aussi avec Arnaud Viala, qui est responsable de la transformation digitale et des partenariats. Ce sera suivi d'un débat avec Jean-Pierre Sartou, chercheur membre du comité scientifique, et Jean-Baptiste Derby, agriculteur. Il y aura aussi Sophie Virjureski, pardon, elle a un nom un peu difficile à prononcer, au sein de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Agroécologie, derrière les mots, quelle réalité dans les champs. Voilà le programme qui nous attend. En tout cas, merci à tous et très belle journée.